Cette semaine, deux camionnettes compactes, la Hyundai Santa Cruz XRT affronte la Ford Maverick Tremor. Les prix, toutefois, très semblables pour les deux véhicules. Oui, les deux véhicules qu'on met en comparaison, mais vous allez vous rendre compte que la gamme de prix est vraiment différente. Chez Ford, on commence à 37 000 pour la version vraiment d'entrée de gamme, ce qui est quand même 10 000 de plus que ce que c'était en 2022 quand le véhicule est arrivé. Hein? L'inflation a dos large. Hein? Absolument. Et la version la plus équipée, on est à 50 500 $. C'est d'ailleurs le prix de la version qu'on a mise à l'essai cette semaine. Pour le Santa Cruz, on est aux alentours de 44 800 $, donc une bonne différence ici avec le Maverick de base. Et on peut se rendre jusqu'à 53 400 $ selon les versions qu'on va choisir. Pour le XRT, on est à 50 500 $. Hey. Donc vraiment deux véhicules avec un prix qui est très semblable. Allons voir maintenant l'apparence extérieure de nos deux camionnettes. Pointage. Deux prix identiques nous amènent deux notes identiques. Les deux véhicules obtiennent donc la note de 3 sur 5. Le Hyundai Santa Cruz a vraiment un style très chargé. Ben oui. Hein, tu sais, quand on le regarde, on voit les accessoires qu'on a voulu mettre. Là. Il y en a partout. On a des touches de noir. On a également, à l'avant, dans la version XRT, on a des crochets de couleurs, beaucoup de courbes également, des lumières de jour qui sont imposantes. On dirait qu'on force beaucoup le style du véhicule. C'est à l'image de ce que les constructeurs sud-coréens proposent depuis déjà plusieurs années. Ouais. Et on s'est inspiré, évidemment, du Tucson. On le remarque à l'avant du véhicule. Même que son style fait très VUS. Oui, c'est ça. Si on oublie la boîte à l'arrière, qui est d'ailleurs pas très grande non plus, mais si on oublie la boîte, on a un VUS quasiment devant nous. Oui, absolument. Même les rails de toit qui sont intégrés, bien intégrés d'ailleurs, ça c'est bien pensé. Mais quand on regarde le tout, ça fait assez lissé comme design, alors que du côté du Maverick, c'est très camion. On voit des accents d'F-150 à certains endroits. Absolument. 3 portions vraiment très bien divisées. Capot, cabine, caisse, c'est vraiment très franc la division. Ici, dans le bas de la porte, on voit un accent qui rappelle le F-150. Oui. On n'est pas allé jusqu'à faire la fenêtre qui descend, mais ça aurait quand même... une belle petite touche quand même. Oui, ça aurait quand même agréable. rappelé son grand frère, finalement. Ça fait un peu plus de base, j'ai envie de dire, mais cette version-là, Tremor, est quand même au sommet de la gamme. D'ailleurs, c'est nouveau d'avoir une version Tremor. Avant, c'était un groupe d'équipement. Maintenant, c'est une version à part entière en 2025. Ça vient avec une grille de calandre qui a été retravaillée. Regarde les accents dorés qu'on a à l'avant. On a aussi des crochets de couleur aussi, des roues 17 pouces, des pneus adaptés à la conduite hors route. Des calcomanies un peu partout. Ouais. Moi, honnêtement, je trouve ça un peu gamique, là. Dans les bras, c'est tout. Ben, c'est ça que je vais faire. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça ajoute un petit côté le fun. Même chose à l'arrière du véhicule pour dire que c'est un Tremor. Puis, il est plus haut aussi que la version régulière. 0,8 pouces plus haut qu'un 4 roues motrices ordinaire. Donc, ça lui donne une meilleure prestance, une plus grande stature. Son empattement est plus long aussi que le Santa Cruz de quelques millimètres. C'est pas énorme, mais le Santa Cruz est plus large. C'est ça. Je trouve que pour une version comme la XRT qui vient tout juste d'arriver en 2025, est plus costaud un petit peu. J'aime ça. C'est une camionnette axée sur le hors-route, donc on aime ce style-là. On a aussi un pare-choc exclusif pour la version XRT. Des roues de côté de 18 pouces avec des pneus tout-terrain également qui sont exclusives pour la variante. Il y en a du stock dans les roues, là. C'est très chargé également. J'aime aussi, on a mis un petit accessoire ici pour mettre une caméra style GoPro là, pour aller filmer nos aventures hors route. On voit aussi la couleur, Rouge Canyon, couleur exclusive pour le XRT. Donc, on essaie d'avoir un peu plus de panache. Moi, honnêtement, ça dépend du style. Ça dépend du goût aussi qu'on a. Moi, je trouve que ça fonctionne à quelque part, mais ça passe ou ça casse. T'aimes ou t'aimes pas, là. C'est définitif, tandis que lui, c'est peut-être plus conventionnel. Plus de gens risquent d'aimer le style du Maverick. Oui, c'est plus conventionnel. Ça risque peut-être de passer un peu mieux l'épreuve du temps. En revanche, ça se distingue beaucoup moins. Oui. Donc, il y a peut-être un avantage du côté du Santa Cruz de ce côté-là. Et si on regarde la qualité de construction, maintenant, ça, c'est un autre aspect qui est très important, surtout si on va en route, tout ça. Puis pour une camionnette, on veut quelque chose de solide. Ben oui, on veut exploiter les capacités du véhicule. Moi, je regarde la devanture, là, la grille de calandre. Puis même ici, on a le capteur radar, le système de régulateur de vitesse intelligent. Ça a l'air vraiment très plastique, les plus caméras, ou moins bien fixé. Les caméras 360 en dessous des miroirs aussi. C'est une verrue qui a été posée en dessous du rétroviseur. Littéralement. C'est correct qu'on a la caméra 360, mais disons que l'intégration, ça aurait pu être mieux effectuée. Puis même à l'arrière, les plastiques un peu partout, ça manque de qualité de finition, de solidité. Je comprends là, que c'est un produit à l'entrée de la gamme, mais pour un véhicule, quand même, qui est à 50 000 $, moi, je m'attends à une meilleure qualité d'assemblage.
stable. Puis du côté des Sud-Coréens, bien, ça fonctionne. T'sais, chez Hyundai, c'est solide. La caméra, on peut même prendre cet exemple-là, oui. qui est intégré dans le rétroviseur, là, qui fait partie de la pièce directement. Tout est solide. Le calandre à l'avant également. Je trouve que ça fait beaucoup plus camionnette compacte dans l'assemblage et la qualité. Puis c'est la même chose aussi pour la peinture. Oui. On a plus de peinture chez Hyundai également. L'épaisseur est beaucoup plus rassurante. Tandis que si on le compare au Maverick, bien, il y en a moins. Ça, c'est clairement une force du Santa Cruz. Pointage. C'est une des raisons pour laquelle le Ford Maverick obtient la note de 6 sur 10. Tandis que le Hyundai Santa Cruz obtient la note de 7 sur 10. On est de retour pour mettre à l'épreuve sur la route nos deux véhicules et on a vu dans le passé, dans les précédentes saisons de RPM, que les versions hors route étaient pénalisées quand venait le temps de conduire le véhicule sur une base quotidienne. On a des pneus tout-terrain sur les deux véhicules, donc on va aller tester leur comportement routier sur la chaussée. Allons-y. Dans le Ford Maverick, on a une garde au sol qui est augmentée de 0,8 pouces et ça impacte négativement l'accès à bord du véhicule parce que le seuil de porte était déjà très haut et il l'est encore plus avec cette version-là. Il faut vraiment l'enjamber pour prendre place à bord du véhicule. Heureusement, le siège est à la bonne hauteur. On vient à bout vraiment de se glisser dans le véhicule. En position, on a vraiment une bonne visibilité. J'aime beaucoup le fait que le capot soit assez bas. Les piliers sont minces, bonne surface vitrée latérale. Même vers l'arrière, ça va vraiment très bien. Un avantage clairement du Maverick par rapport au Santa Cruz. Et si je vous parle de la position de conduite, on a des sièges qui, pour une personne de ma taille, fonctionnent bien. À la bonne hauteur, on a la possibilité, évidemment, de régler la hauteur de façon électrique pour le conducteur comme pour le passager. Ça vient avec la version Tremor qui est quand même assez haut placée dans la gamme du véhicule. L'assise est de la bonne longueur pour une personne de ma taille. Pour des personnes de plus grande taille, c'est beaucoup plus difficile. Et hélas, il n'y a pas de possibilité d'allonger l'assise. Donc, difficile de trouver une bonne position de conduite pour certains types de personnes. Le Hyundai Santa Cruz a l'air d'un VUS de l'extérieur, mais il a aussi l'air d'un VUS lorsqu'on prend place à bord. On a un seuil de porte qui est beaucoup moins haut que ce que le Ford Maverick propose et c'est quand même plus facile de prendre place à bord. La position de conduite, maintenant, bien, on est bien assis dans ces sièges-là, mais je vous cacherai pas qu'il manque de support. Moi, j'ai l'impression que malgré mon gabarit assez imposant, j'ai l'impression de flotter dans les sièges et de ne pas avoir de support autant pour le dos que pour l'assise. L'assise est assez longue, c'est correct, quoique limite, mais ce que je trouve le plus étrange au niveau de la position de conduite, c'est la colonne de direction qui n'a pas l'air centrée avec moi. On dirait qu'elle est un petit peu croche comme vers l'extérieur, vers la porte du véhicule, et je trouve que ça donne un sentiment un peu étrange lorsqu'on agrippe le volant, qui lui a une bonne dimension, mais c'est un peu étrange. Au niveau de la visibilité, maintenant, bien, Hyundai travaille beaucoup le style extérieur. On met des grosses lignes sur le véhicule et on paye en termes de visibilité à l'intérieur. On a des fenestrations qui sont très petites à l'arrière. Lorsque j'essaie de faire un angle mort, les piliers B sont massifs. Même chose à l'avant avec les piliers A aussi. Le pare-brise n'a pas une énorme taille non plus. Ça fait en sorte que la visibilité à bord du Santa Cruz est vraiment moins convaincante que le Ford Maverick, qui lui propose quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une camionnette. Parlons d'ergonomie maintenant à bord du Ford Maverick. Quand on prend place derrière le volant, tout tombe en main rapidement. Le volant est bien positionné. Regardez l'écran aussi qui est assez haut dans le tableau de bord, à proximité du conducteur aussi. C'est facile d'y avoir accès. On a relocalisé les commandes de climatisation qui étaient dans la console avant 2025. Maintenant, c'est intégré dans l'écran directement. Vraiment facile à comprendre, facile à utiliser. Et cet écran, justement, de 13,2 pouces remplace l'écran de 8 pouces qu'on avait auparavant. Ça fait toute une différence en matière d'utilisation. Bonne qualité graphique, facile à utiliser. Les menus sont clairs, bien présentés. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Et je vous dirais que c'est principalement comme ça que vous allez utiliser le système parce que autrement, le système est plutôt simple dans ses astuces et dans ses fonctionnalités qui y sont intégrées. Seul point, c'est que l'écran est comme incliné vers le bas. C'est vraiment curieux. Moi, j'ai jamais vu ça dans l'industrie automobile. On dirait vraiment même qu'il est mal fixé, comme s'il devait
devait originalement être intégré vraiment de façon plus verticale, mais là, il est penché vers le bas. Donc ça serait un élément qui serait à corriger, à mon avis. Devant moi, j'ai une instrumentation de 8 pouces. Ça aussi, c'est changé pour 2025 avec le rafraîchissement demi-cycle. Bon, la taille, c'est convenable, mais c'est vraiment la qualité graphique qui marche pas. J'ai l'impression d'avoir un écran ACL du début des années 2000. On voit une espèce de grain dans l'affichage. C'est vraiment pas convaincant. Et on a en plus du côté gauche le contour qui est comme une barre verticale. C'est difficile à consulter, assez chargé. Ça, à mon avis, c'est complètement à revoir, surtout quand on compare avec le Hyundai Santa Cruz, qui a une instrumentation peut-être pas très technologique, mais certainement beaucoup plus facile à consulter. Parlons ergonomie maintenant avec le Hyundai Santa Cruz. On a un sélecteur de vitesse qui prend beaucoup trop de place dans la console centrale. Il date d'une autre époque, définitivement. Je pense que je l'ai déjà vu dans un Hyundai Elantra 2018. Donc, vraiment là-dessus, on n'est pas allé jouer d'audace. Même chose aussi pour les commandes de climatisation qui sont assez classiques. J'aime ça. C'est simple, c'est facile de s'y retrouver, sont bien positionnés aussi. L'écran d'info divertissement est correct pour quelqu'un de ma grandeur, mais si vous êtes plus petit que moi, ça va être difficile de vous rendre à l'écran. Il faut vraiment se pencher pour se rendre. Et lorsqu'on utilise ensuite l'écran, on se rend compte tout de suite que c'est le bon vieux système qu'on connaît maintenant très bien chez Hyundai et même chez Kia. On navigue à travers, il y a plusieurs couches de menus, la résolution est bonne. On peut connecter notre téléphone intelligent de manière sans fil pour Android Auto et Apple CarPlay. C'est un écran de 12,3 pouces qui fait un travail correct. Je pense qu'on va être dû pour renouveler la formule. Ça commence à dater tranquillement. On a l'instrumentation aussi de 12,3 pouces qui offre très peu de personnalisation. Lorsqu'on navigue à travers les différents modes de conduite, on va changer légèrement l'apparence des cadrans, mais il n'y a vraiment pas quelque chose ici de très innovant. Ford a vraiment mis l'accent sur le côté pratique du Maverick et ça paraît à l'intérieur du véhicule. Regardez la console, beaucoup d'espace de rangement. On a un chargeur par induction qui est facile d'accès, chargeur qui est ventilé également, permet d'éviter la surchauffe du téléphone. Plusieurs espaces de rangement plus bas, même un espace qui permet de maintenir le téléphone en position verticale. Accoudoir central aussi qui offre quand même un bon espace. Les portières avec beaucoup de possibilités de configuration. Ça, c'est vraiment très bien. Même chose à l'arrière, on a plein de possibilités, mais c'est la qualité des matériaux qui est vraiment très décevante. Du plastique dur à la grandeur. Vraiment, il n'y a aucune surface assouplie hormis le volant et les sièges à bord du véhicule. Et c'est pas qu'on n'a pas fait d'efforts. Regardez les textures qu'on a mis un peu partout, le design particulier des portières, les accents orangés pour rappeler la version Tremor. C'est vraiment les plastiques qui sont d'une qualité décourageante. On a des vides-poches de petite taille à bord du Santa Cruz dans les portières. On a également des porte-gobelets dans le centre qui sont de petite taille. C'est pas la première fois que j'embarque dans un véhicule Hyundai et que je me dis il me semble que l'espace de rangement, c'est pas impressionnant. L'accoudoir central a une profondeur qui est correcte. Le coffre à gants a une dimension qui est aussi correcte. On a mis une petite tablette devant le passager qui sauve légèrement les meubles. Au niveau de la finition à l'intérieur, c'est sombre. Beaucoup de noir et de couches de noir. On n'a pas beaucoup d'options non plus de personnalisation dans la variante XRT. Par contre, je dois avouer que la qualité d'assemblage est là. On a des bonnes matières aussi dans la cabine. C'est solide, c'est bien intégré aussi. Donc ça fonctionne. Pointage. Le Hyundai Santa Cruz obtient la note de 6 sur 10 pour son style et ses qualités intérieures. Même chose du côté du Ford Maverick qui a, lui aussi, la note de 6 sur 10. Arrêt au puits maintenant, parlons des capacités à l'arrière de nos deux camionnettes et je commence avec le Santa Cruz. On a une ouverture de porte pour les occupants de la deuxième rangée qui est satisfaisante, quoique moins grande que ce que va proposer le Ford Maverick. Lorsqu'on s'assoit à bord, on se rend compte que la banquette est assez basse et c'est assez restreint, l'espace qu'on a à l'arrière. On a le plafond également qui est très, très proche. Si vous avez un bon gabarit, vous allez vous sentir étroit à l'arrière. On n'a pas de vide-poche non plus dans les portes. Il y a un porte-gobelet d'intégrer, mais il y a très, très peu de commodité. Je dois aussi noter que la finition à l'arrière est moins convaincante que ce qu'on va retrouver à l'avant du Santa Cruz. Avantage toutefois, la banquette peut se lever en 60-40 pour aller dégager du rangement sous l'assise. Dans les deux cas, on a affaire à des camionnettes compactes, donc ce ne sont pas des monstres de caisse à l'arrière et le Santa Cruz a une caisse de petite taille, 4,3 pieds qu'on a de disponible à l'arrière, donc c'est pas beaucoup. Hyundai met de série un couvercle de caisse qui est massif à l'arrière, prend beaucoup de place. On a ajouté toutefois dans la caisse quelques petites astuces ici et là. On a entre autres un espace de rangement qui peut se relever sous la caisse, qui peut aussi faire office
espèce de glacière, même un petit système de drainage là, pour pouvoir faire évacuer les liquides qu'on aurait pu mettre dans la glacière. On a également des rangements de chaque côté de la caisse qui sont assez profonds. On a aussi une prise de courant 150 watts qui est disponible. Au niveau du poids et la capacité de poids de la caisse, on est à 1614 livres, ce qui est supérieur à ce que propose le Ford Maverick. Et on a 764 litres de volume de chargement disponible. Du côté du haillon, le Santa Cruz a un haillon avec une ouverture amortie et on peut aussi ajuster la hauteur du haillon pour accueillir des 4x8 à bord du véhicule. Dans le pare-choc, on a également des marchepieds qui nous permettent de monter à bord de la caisse plus facilement. Donc, on voit que Hyundai a travaillé ici et là pour ajouter des petites astuces au Santa Cruz. Pour ce qui est du Ford Maverick et l'accès à la deuxième rangée, c'est plus facile que ce qu'on a du côté du Hyundai Santa Cruz. La porte ouvre plus grand, même si le seuil est élevé, un peu comme à l'avant. C'est facile de monter à bord. Et en position, bonne banquette, on est assis à la bonne hauteur. Beaucoup de dégagement, c'est quand même assez étonnant compte tenu de la taille du véhicule, assez petite. Bonne visibilité vers l'extérieur également. Ça, c'est très bien. Ce qui marche un peu moins, c'est que la banquette peut se relever. Ça, on aime ça, mais d'un seul bloc. Donc, si vous avez un siège d'enfant, par exemple, à l'arrière, c'est impossible d'accéder à l'espace qui est sous la banquette. Et c'est dommage parce que l'espace est très généreux, beaucoup plus que ce qu'on a du côté du Hyundai Santa Cruz. Pour ce qui est de la caisse maintenant, contrairement au Hyundai Santa Cruz, on n'a pas un haillon à ouverture amortie. C'est clairement un manque du côté du Ford Maverick. Mais en matière d'espace, on en a plus. On a quand même 4,5 pieds de taille de caisse. On a aussi plusieurs astuces, des rails de part et d'autre pour accrocher toutes sortes de trucs, des crochets d'ancrage à l'avant, à l'arrière de la caisse, même dans le haillon en tant que tel, un aspect qui est très pratique. On a aussi des prises 12 volts de part et d'autre. Du côté droit, on a un espace de rangement à double fond. On a même une prise électrique qui fournit 400 watts, ce qui est supérieur à ce qu'on retrouve du côté du Hyundai Santa Cruz. On peut aussi placer le haillon à angle pour supporter les feuilles de contreplaqué qu'on voudrait placer à l'intérieur du véhicule. En matière de volume, on est à 943 litres, quand même plus généreux que ce qu'on a du côté du Hyundai Santa Cruz. Et il n'y a pas de couvre-caisse de série avec le Ford Maverick. C'est disponible en option. Vous avez deux choix, un couvre-caisse souple à 700 $ ou un couvre-caisse rigide à 1200 $. Et pour ce qui est du poids que la caisse peut accueillir, petit déficit du côté du Ford Maverick, on est à seulement 1500 livres. Pointage. Cela dit, en raison de sa polyvalence accrue, il obtient la note de 8 sur 10. Tandis que le Hyundai Santa Cruz obtient la note de 7 sur 10. On va parler de mécanique maintenant. On a un 4 cylindres, 2 litres turbo compressé sous le capot du Maverick. 250 chevaux quand même, c'est moins que le Hyundai Santa Cruz, mais ça me semble tout à fait acceptable pour un véhicule comme ça. Quand on sollicite la puissance, regardez bien, ça marche honnêtement, c'est très puissant. La transmission automatique à 8 rapports fonctionne très bien. Elle est fluide dans son fonctionnement, rétrograde au bon moment et même, écoutez, la sonorité n'est pas désagréable du tout. Je sais que c'est une fausse sonorité qui est induite par Ford via sans doute un haut-parleur qui est camouflé quelque part dans le devant, mais c'est plutôt convaincant comme sonorité moteur. Moi, j'apprécie cet aspect-là. La transmission, je vous le disais, qui fonctionne bien, même à basse vitesse, bien calibrée. Et on a beau utiliser les modes de conduite, ça ne changera pas grand-chose, honnêtement, dans le comportement. Je vous dirais que les plus importants, c'est pour verrouiller le rouage au centre ou à l'arrière. Ça va aider les capacités hivernales, entre autres. On a un moteur 4 cylindres de 2,5 litres qui est turbo-compressé à bord du Hyundai Santa Cruz. Moteur qui développe 281 chevaux et 311 livres-pieds de couple, ce qui, selon moi, est suffisant là, pour le type de véhicule qu'on a. C'est pas un véhicule qui est surpuissant, mais lorsqu'on lui en demande, on a une puissance qui est assez vive quand même et on sent que le Hyundai Santa Cruz est capable de nous en donner. Là. Vraiment, là-dessus, ça fonctionne. Chose aussi à noter, c'est qu'on a une transmission automatique à double embrayage qui, je trouve, fait un bon travail pour rétrograder lorsqu'on demande plus de puissance au véhicule. Il faut noter toutefois qu'à basse vitesse, c'est une transmission qui a l'air hésitante et lorsqu'on essaie de repartir après un arrêt complet, on dirait que ça glisse et c'est pas agréable comme sensation derrière le volant.
Calibration de suspension, maintenant, un avantage du Maverick, c'est son empattement, quand même assez long, surtout en comparaison avec le véhicule duquel il dérive, le Ford Escape, et ça améliore beaucoup la tenue de route, la calibration de la suspension aussi, c'est très bon. On a des bosses sur la chaussée, rapidement, la caisse va se stabiliser. On se sent donc en confiance et on prend plaisir à conduire le véhicule, d'autant plus qu'on a une bonne direction, rapide, précise, donne une bonne maîtrise du véhicule. Ça, c'est vraiment très, très bien. On a aussi, du côté du freinage, là, c'est peut-être un petit peu moins convaincant parce qu'on a des pneus adaptés aux conditions hors route. Et ça fait que quand on demande la puissance de freinage, on va l'essayer, vous allez comprendre. C'est bruyant et l'adhérence n'est vraiment pas très bonne. On sent que les pneus glissent sur la chaussée. On sent la pompe ABS travailler. On la sent travailler dans la pédale de frein. C'est peut-être un peu rassurant, mais moi, j'aurais aimé mieux une meilleure adhérence sur la chaussée. Donc, c'est un pensez-y bien. Si vous ne pensez pas aller en route avec ce véhicule-là, vous êtes mieux d'opter pour une autre version que la version Tremor. La suspension du Santa Cruz est, selon moi, bien calibrée. C'est un véhicule qui, en courbe, demeure plutôt stable. Et je trouve qu'on est capable d'absorber aussi les imperfections de la route de manière efficace avec le véhicule. Il faut que je précise toutefois que les pneus qu'on a, des pneus tout-terrain de la variante XRT, rendent le bruit dans l'habitacle dérangeant. Et on dirait qu'ils rendent la conduite aussi moins rassurante. On sent là, que c'est des pneus qui sont axés pour le hors-route moins que la route. Et ça paraît dans la conduite. On dirait qu'il y a un petit délai là, dans la réponse de direction qui est moins rassurante que ce qu'on va retrouver, par exemple, chez Ford avec le Maverick. Au niveau du freinage avec le Santa Cruz, je trouve que la pédale est un petit peu molle, surtout lorsqu'on l'enfonce bien fort pour un freinage d'urgence. On sent que la pédale, c'est long là, avant d'avoir la force complète qui est disponible. J'ai aussi remarqué qu'avec les pneus tout-terrain qu'on a, c'est des pneus qui sont plus mous. On le sent lorsqu'on freine fort avec le Santa Cruz, mais on le sent aussi bien stable et ça, c'est rassurant. Le Maverick, c'est un véhicule dans lequel moi, je suis bien, je suis confortable, je trouve qu'on a des bons sièges, tout ça, mais ce qui fonctionne pas du tout, c'est l'insonorisation. On entend absolument tout. Le moteur, le turbo, la soupape de décharge du turbo, on entend tout ça à l'intérieur du véhicule. Le bruit des pneus, les bruits de vent, et même à plus haute vitesse, on a une espèce de bourdonnement créé peut-être par une pression d'air, je ne sais trop, mais c'est vraiment dérangeant. Et je comprends que Ford dit que le Maverick, c'est un véhicule d'entrée de gamme qui permet aux gens d'avoir un véhicule pas trop cher. Et je m'excuse, mais à 50 000 $ pour cette version-là, je m'attends à une meilleure isolation du monde extérieur dans un véhicule comme ça. Le confort est bon à bord du Santa Cruz. On a les sièges, justement, que, comme je disais, les supports est plus ou moins là, mais l'insonorisation est supérieure à ce qu'on va avoir du côté du Ford Maverick. On a l'impression d'être dans un véhicule qui est mieux ficelé, définitivement, parce qu'on entend moins les bruits de route et moins les bruits de vent aussi à bord. Pointage. Pour son comportement routier, le Hyundai Santa Cruz obtient la note de 6 sur 10. De son côté, le Ford Maverick s'en tire un peu mieux avec une note de 7 sur 10. À mi-parcours, le Ford Maverick obtient la note de 30 et le Hyundai Santa Cruz, 29. Ce sont des véhicules axés sur leur route. Oui, oui. Mais ça n'empêche pas que les utilisateurs s'attendent à avoir de la technologie aussi à bord de ces véhicules-là. Bien sûr. Surtout pour le prix qu'on en demande. Hein? Puis ça passe, entre autres, par l'application mobile qui permet de contrôler le véhicule à distance. Ford Pass, application qui est gratuite à vie. Quand même un avantage de cette application-là. On peut même programmer des moments où on veut que le véhicule démarre. Si on sait qu'on travaille le lundi, mardi, mercredi, on doit partir à 7h45, on programme le tout dans l'application et le véhicule va démarrer automatiquement. Chez Hyundai, c'est 3 ans sans frais. Ensuite, il faut payer un abonnement. Ça devient un petit peu plus tannant et un peu plus coûteux à la longue aussi. Oui. Savoir toutefois qu'on a plein de technologies, un peu comme ce que Ford propose. Oui. On peut démarrer à distance le véhicule, déverrouiller, verrouiller également. On peut préparer aussi la cabine selon la climatisation qu'on désire avoir. Oui. Donc, des petits ajouts ici et là qui sont agréables. Ce que je préfère surtout, c'est la clé numérique. Oui. Qui va fonctionner directement avec notre téléphone intelligent. Pas besoin de traîner la clé avec soi. Là. Ouais, ça fait un peu plus moderne oui. en termes de technologie. On voit ça dans plus en plus de véhicules aussi. Puis ça, je suis content que le Santa Cruz l'offre parce que le Maverick l'offre pas. Non, c'est ça. Donc, des avantages des deux côtés avec des applications mobiles qui ont chacune leur qualité.
Parlons maintenant des systèmes d'assistance à la conduite. Bien garnis quand même en matière de régulateur de vitesse, suivi de voie, etc. pour les deux véhicules, mais quand même, le Santa Cruz a certaines caractéristiques qui vont l'avantager. Un élément que j'aime beaucoup des produits coréens, c'est le fameux moniteur d'angle mort qu'on a directement dans le tableau de bord. Lorsqu'on active les clignotants, on a une caméra qui va afficher l'angle mort du côté qu'on veut tourner. Facile à utiliser, plus sécuritaire, c'est intuitif. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est complémentaire aussi avec la détection d'angle mort avec la lumière qu'on connaît bien, qui affiche dans le rétroviseur latéral. Donc, deux systèmes qui fonctionnent ensemble. Un plus, clairement. Il y a aussi l'alerte de sortie sécuritaire qui fonctionne très bien avec le capteur d'angle mort aussi. Donc, lorsqu'on essaie de sortir du véhicule, s'il y a un cycliste ou une autre voiture qui circule... Si vous êtes stationné le long de la rue, par exemple. Le véhicule va vous avertir, attention, il y a quelque chose qui s'en vient avant d'ouvrir la porte. Donc, ça reste que c'est plus sécuritaire ainsi. Moi, je pense que ça, c'est une belle petite technologie, facile à installer et qui augmente encore une fois le niveau de sécurité. Absolument. Puis si on parle de coussins gonflables, résultat au test d'impact, encore une fois, le Santa Cruz est avantagé. On a 8 coussins gonflables avec le Santa Cruz. On a aussi des résultats de test d'impact qui sont beaucoup plus convaincants que ce que le Maverick a proposé. J'ai été déçu d'ailleurs du Ford Maverick là-dessus. Oui, vraiment, c'est une lacune du produit. On a 7 coussins gonflables, donc un de moins que ce qu'on a du côté du Hyundai. Et c'est surtout les résultats au test d'impact. Il y a quand même des résultats acceptables, marginaux à certains endroits. Donc vraiment, le Maverick est désavantagé par rapport au Santa Cruz pour ce côté-là. Pointage. En raison de ses lacunes en matière de sécurité, le Ford Maverick obtient la piètre note de 5 sur 10. Le Hyundai Santa Cruz fait définitivement mieux et obtient la note de 8 sur 10. Le Hyundai Santa Cruz a un carnet d'entretien plutôt bien garni et ça commence avec un changement d'huile à tous les 8000 km. Lorsqu'on arrive à 16 000 km, il faut aussi ajouter un agent nettoyant et ça, il faudra le faire à tous les 16 000 km pour le moteur. On a également un filtre à air à changer tous les 16 000 km. On va changer le filtre moteur au moins une fois. Il faut changer les liquides de frein au moins 2 fois à travers notre cycle. On a aussi l'entretien des freins à faire à tous les 32 000 km et on va aussi remplacer les bougies au moins une fois à 72 000 km. Ce qui nous amène un coût d'entretien aux alentours de 2 750 $. Ajoutez les pneus de marque Continental Terrain Contact Traction Plus qui coûtent environ 1 350 $ pour l'ensemble et les freins incluant la main-d'œuvre à 1 650 $, ce qui nous amène à un coût d'entretien de 5 ans, 100 000 km aux alentours de 5 700 $, ce qui est tout à fait dans les normes de la catégorie. Pointage. C'est pour cette raison que le Hyundai Santa Cruz obtient la note de 11 sur 15. Parlons maintenant de l'entretien du Ford Maverick Tremor 2025, un dispositif qui va surveiller vos habitudes de conduite, également les conditions dans lesquelles vous allez circuler, qui va vous dire quand faire les vidanges d'huile. Normalement, ça se fait un maximum de 16 000 km pour la première vidange d'huile. À tous les 32 000 km, on va remplacer le filtre à air de cabine et à tous les 48 000 km, on va remplacer le filtre à air du moteur. Tous les ans, on fait un entretien des freins, donc vous voyez, c'est assez simple comme calendrier d'entretien et ça va vous coûter 2 500 $ environ sur un horizon de 5 ans, 100 000 km. Ensemble de pneus maintenant, Goodyear Territory RT All-Terrain, 1 200 $ et pour ce qui est des freins, un ensemble aux 4 roues, pièces et main-d'œuvre, 1 920 $. Un coût total sur 5 ans, 100 000 km, 5 500 $ dans la moyenne de la catégorie. Pointage. Pour cette raison, le Ford Maverick obtient ici la note de 13 sur 15. On est de retour à RPM et vous l'avez vu, c'est très serré entre nos deux camionnettes compactes. Oui, au niveau du pointage, ça prouve ce point-là. D'ailleurs, on est à 48 sur 100 pour le Ford Maverick jusqu'à présent et 48 sur 100 pour le Hyundai Santa Cruz. C'est nez à nez. C'est nez à nez et sans doute que les étapes qui s'en viennent vont nous permettre de départager les deux véhicules. Oui, et on commence avec la garantie. Oui. Force chez les constructeurs coréens parce que généralement, on a une bonne garantie générale. C'est le cas pour le Santa Cruz. 5 ans, 100 000 km pour la garantie complète. 5 ans, 100 000 km pour le groupe motopropulseur. Oui, absolument. Du côté de chez Ford, c'est plus conservateur. 3 ans, 60 000 km pour la garantie générale. 5 ans, 100 000 km pour le groupe motopropulseur. Ça avantage donc légèrement le Hyundai Santa Cruz. Ici, on donne la note de 8 sur 10 pour le véhicule. Alors que du côté de chez Ford, on est à 7 sur 10. Parlons fiabilité maintenant et ça se gâte un petit peu plus. Oui, bien, c'est sûr que quand on regarde le bilan du Ford Maverick, il y a un chiffre qui est très impressionnant. C'est la quantité de rappels depuis 2022. On est à 33
33 rappels depuis ce moment-là. On connaît la chanson là, du côté des constructeurs nord-américains. Souvent, on a des départs plus difficiles, des véhicules qui arrivent sur le marché, qui sont pas tout à fait prêts à être commercialisés. On dirait qu'on est pressé à les mettre sur la route. Et c'est ça. Il y a eu beaucoup de rappels en début de génération. C'est sûr que le modèle 2025, lui, a bénéficié de ces rappels-là. Heureusement. Et maintenant, plus prêt à être commercialisé. On peut donc se dire qu'en 2025, on a une fiabilité qui est dans la moyenne pour ce qui est du Ford Maverick, ce qui lui donne la note de 6 sur 10. Et pour le Hyundai Santa Cruz, on a des problèmes de transmission rapportés, des problèmes de finition aussi, d'assemblage à l'avant, des petits bobos ici et là. Problème de transmission assez sérieux quand même. C'est celui-là qui fait le plus mal actuellement au produit, puis c'est pour cette raison qu'on lui donne aussi la note de 6 sur 10. C'est encore assez chaud, hein? Ouais, j'ai chaud moi-même présentement. On va parler maintenant de la valeur de revente. C'est quand même 2 camionnettes à 50 000 On s'attend à avoir une bonne valeur de revente. Oui, du côté du Ford Maverick, on a quand même beaucoup d'historique parce que ça en est vendu quand même passablement chez nous au Québec. Quand même une valeur de revente qui est assez bonne. Les gens recherchent ce véhicule-là sur le marché de l'occasion. On a donné donc la note de 7 sur 10 au Ford Maverick. Et pour le Santa Cruz, on en a moins. Donc, ça fait en sorte que la note est bonne aussi parce que on a moins de versions disponibles sur le marché de l'occasion et donc une meilleure valeur de revente également, ce qui nous amène aux alentours de 7 sur 10 aussi. Le combat n'est encore pas terminé. Oui, c'est ça. On va y aller maintenant avec les points forts et les points faibles. On va essayer de déterminer un petit peu plus comment nos deux véhicules s'en sortent. Et je commence ça avec le Ford Maverick. Pour les points forts, très bon comportement routier. Les astuces aussi dans la cabine et dans la caisse, ça en fait un véhicule qui est pratique. Et l'interface numérique au centre, l'écran d'infodivertissement, c'est très bien réussi. Du côté des points faibles, instrumentation complètement ratée, insonorisation qui est vraiment pas assez bonne et la qualité de finition à l'intérieur qui est franchement à revoir. Parlons maintenant des points forts du Hyundai Santa Cruz. Je vais commencer avec l'aménagement de la caisse à l'arrière, la qualité d'assemblage aussi qui est solide et le comportement routier du véhicule. Au niveau des points faibles, maintenant, on a un cache-bagages qui est encombrant à l'arrière, un habitacle qui est très sobre aussi et une consommation de carburant qui est plus élevée que la moyenne. Parlons maintenant de la recommandation. C'est le moment de le faire. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hyundai Santa Cruz? C'est un véhicule qu'on recommande du côté de RPM et du côté du Maverick. C'est la même chose. C'est un véhicule qu'on continue de recommander. On l'a bien aimé depuis son arrivée et ça continue pour 2025. Donc, vous comprenez que les notes n'ont pas beaucoup changé depuis le retour de la pause. Et on est toujours avec deux véhicules qui sont presque nez à nez. Score final, Samuel. 68 sur 100 pour le Ford Maverick et... Il est à 69 sur 100 pour le Hyundai Santa Cruz, qui s'en tire un petit peu mieux grâce à sa garantie, simplement. Donc, ça vous donne l'idée à quel point les deux véhicules sont vraiment nez à nez.